Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité, les premiers groupes de pèlerins djiboutiens s'envolent pour l'Arabie Saoudite. C'était hier soir que c'était tenu à l'aéroport international de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, Israël ferme les écoles de l'ONU pour les enfants palestiniens. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le premier groupe de pèlerins djiboutiens a quitté le pays hier soir. Pèlerinage du Hajj de l'année 1446 correspondant au 2025 pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Rappelons que le premier groupe de 350 pèlerins a été salué à l'aéroport international de Djibouti par le ministre des Affaires musulmanes. Selon les responsables du département du Hajj du ministère des Affaires musulmanes, les pèlerins djiboutiens, comme les autres pèlerins, resteront à Médine pendant 3 jours, avant de se rendre à la Mecque pour accomplir la Umrah. Rappelons que ces premiers groupes de pèlerins de 350 a été salué à l'aéroport international de Djibouti par le ministre des Affaires musulmanes, M. Moumin Hassan Barre. Il convient de noter que le ministère des Affaires musulmanes a formé plusieurs comités pour servir et prendre soin des pèlerins dans plusieurs lieux saints, notamment le comité suprême, le comité des médias, des relations, le comité de sensibilisation, le comité des services et le comité médical. Rappelons que ces comités ont pour objectif d'offrir un environnement adapté et les facilités nécessaires aux hôtes de Dieu de la République de Djibouti. Selon le ministère des Affaires musulmanes, le nombre de pèlerins djiboutiens en 2025 est environ 1400 pèlerins. Il a noté que le deuxième vol des pèlerins partira mardi prochain et le ministère demande aux pèlerins d'arriver à l'aéroport de Djibouti à 14 heures. Eh bien, dans une brève déclaration aux médias, le ministre des Affaires musulmanes, M. Moumin Hassan Barre, a déclaré que le ministère fera ses adieux au premier groupe de pèlerins djiboutiens hier soir à l'aéroport international de Djibouti. Il a ajouté que nous leur souhaitons un Hajj béni et remercions Dieu de nous aider à servir les pèlerins de la maison de Dieu cette année. Il a expliqué que le gouvernement djiboutien n'a ménagé aucun effort pour offrir un environnement favorable aux pèlerins et leur permettre d'accomplir les rituels du Hajj dans les meilleures conditions. Le ministre a confirmé que le gouvernement représenté par le ministère des Affaires islamiques a déployé des efforts considérables pour répondre aux difficultés et aux défis auxquels sont confrontés les pèlerins. Ces efforts, rappelons-le, a-t-il dit, comprennent des aménagements et des procédures pour Mina où des tentes avec portes ont été installées et climatisées. D'autre part, le ministre a indiqué que le ministère a fourni aux pèlerins cette année des applications mobiles, modernes, qui facilitent l'accomplissement des rituels du Hajj, tant à la Mecque qu'à Médine. Rappelons que ces applications aident également les pèlerins à retrouver leur destination s'ils se perdent dans le Hajj ou ils se sentent malades. Les membres de l'office du Hajj de Djibouti développent ces applications pour les pèlerins. Il a ajouté que les applications modernes contribuent de manière significative à connecter les pèlerins djiboutiens et les membres du bureau du Hajj de Djibouti. Le ministre Moumin Hassan Barre a appelé tout le monde à saisir cette opportunité unique et à préserver la réputation du pays car, a-t-il dit, vous représentez la République de Djibouti. Social à présent, ou donc fidèle à son engagement de longue date à mettre l'humain au centre de ses priorités, le gouvernement djiboutien a franchi une nouvelle étape stratégique avec la présentation officielle de sa feuille de route pour le renforcement du capital humain, organisée par le ministère des Affaires sociales et solidarité en partenariat avec la Banque mondiale et le ministère sectoriel, c'est-à-dire national, a mobilisé l'ensemble des acteurs institutionnels autour d'un objectif commun, renforcer les investissements humains à chaque étape clé du cycle de sa vie pour consolider les acquis et répondre aux défis structurels. 2 jours de réflexion collective, d'alignement stratégique qui ont réuni experts, techniciens, décideurs publics et partenaires techniques autour d'un objectif commun, renforcer les investissements dans le domaine clé du capital humain.
Cette première journée technique et participative a permis d'exposer les résultats de la cartographie des interventions existantes et des structures de chaînes résultats attendus avec une attention particulière portée aux périodes clés du développement humain. Les travaux en groupe ont mobilisé des experts et cadres des différents ministères, des enjeux liés à la petite enfance, à l'adolescence et la transition vers un marché du travail avec une dynamique co-construction et d'appropriation pour fil conducteur la cohérence, la complémentarité, l'efficacité des politiques publiques. Rappelons que la seconde journée a donné lieu à une restitution stratégique de haut niveau en présence de M. Ilyas Moussa-Dawale, ministre de l'économie et des finances, de Mme Ouloufa Ismail Abdo, ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Mouna Osman Aden, ministre de la femme et de la famille, Mme Fatou Fall, représentante de la Banque mondiale, ainsi que M. José Barahouna, coordinateur des Nations Unies à Djibouti. Cette journée de restitution stratégique a élevé la discussion à un niveau politique et institutionnel avec un appel fort à la coordination, à l'investissement soutenu et à la redevabilité des résultats. Rappelons que les ministres ont salué la rigueur du comité technique interministériel du capital humain, tout en appelant à transformer cette dynamique en action concrète et à un impact mesurable. Eh bien, cet atelier a démontré une convergence forte entre les expertises techniques, volonté politique et ambition nationale. Écoutons la représentante de la Banque mondiale. Ce rapport avait révélé un indice clé, l'indice du capital humain, l'acronyme étant HCI, qui était de 0,41, ce qui signifie qu'un enfant, un Djiboutien né aujourd'hui, ne pourra atteindre à l'âge adulte que 41% de son potentiel productif, comparé à un scénario avec un accès optimal à la santé, à l'éducation, à la protection sociale. Donc cet indice, si vous voulez, nous rappelle vraiment l'urgence d'agir collectivement, d'agir entre ministères sectoriels, d'agir entre partenaires, d'agir tous ensemble pour Djibouti. Au nom du groupe de la Banque mondiale, je félicite donc fortement et salue vraiment les progrès réalisés en concertation depuis plusieurs mois par ce comité technique, le comité multisectoriel, constitué de plusieurs ministères, notamment le ministère des Finances, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales, de la Femme et de la Famille et du Travail. Sous la coordination, il faut le noter, et les féliciter pour cet excellent travail, sous la coordination du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Le comité technique du capital humain a construit 2 chaînes de résultats prioritaires. L'un, et ceci donc est le résultat des travaux de plusieurs mois. Donc, une première chaîne pour le développement intégré de la petite enfance et une deuxième chaîne de résultats prioritaires pour l'adolescence et la transition vers l'emploi. Eh bien, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a réaffirmé son engagement à faire du capital humain une priorité nationale, a-t-elle dit, afin de bâtir une société plus équitable, résiliente et prospère. Écoutons-la. Le renforcement et l'amélioration du capital humain ont toujours existé dans toutes les politiques sociales de notre pays. La vision 2035, les stratégies sectorielles qui en découlent placent le capital humain au cœur de leur axe prioritaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, ne cesse de nous rappeler et de nous sensibiliser sur l'importance du bien-être de nos populations qui doivent avoir un accès à des meilleurs soins, une meilleure éducation et un apprentissage continu pour une insertion professionnelle sans faille. Dans un environnement en pleine mutation où l'ère numérique s'impose dans toutes les dimensions, nous devons tous travailler ensemble pour garantir à notre pays une croissance soutenue et inclusive. D'où l'importance de coordonner nos actions pour relever le défi que pose le rapport de l'indice du capital humain. Selon ce même rapport, un enfant né à Djibouti n'atteindra que 41% de son plein potentiel de capital humain à l'âge de 18 ans. Autrement dit, 59% de nos talents resteront encore inexploités. Nous avons ensemble exploré en profondeur les défis structurels que notre pays doit relever en matière de développement humain.
Nous avons mis en place un comité technique représenté par des hauts cadres de l'administration que je remercie tous, avec une expérience avérée dans leurs domaines respectifs pour identifier les défis majeurs entravant le développement du capital humain et par la suite de proposer des actions concrètes pour améliorer les indicateurs socio-économiques. Monsieur le ministre, Madame la ministre, le capital humain n'est pas un thème, comme vous le savez, technique réservé aux spécialistes de la santé, de l'éducation ou de la protection sociale. Il constitue pour nous un ciment de développement durable, un levier transversal qui conditionne la performance de notre économie, la résilience de nos institutions et la cohésion de notre société. Chers collègues, chers partenaires, le capital humain est un investissement à long terme, mais il commence ici et maintenant. Je dirais d'ailleurs, il a commencé hier et il continue aujourd'hui, il devrait continuer dans le bon sens. Nous avons une responsabilité collective, celle de faire en sorte que chaque enfant djiboutien, chaque jeune, chaque femme, chaque travailleur puisse développer pleinement son potentiel. Je vous invite à porter ce chantier avec la même ambition, la même exigence et le même esprit de coopération. Je vous remercie à nouveau pour votre engagement et vous donne rendez-vous très bientôt pour les étapes de suivi, de mise en œuvre et d'évaluation du plan d'action. Ensemble, faisons du capital humain un pilier de transformation sociale et économique de Djibouti. De son côté, le ministre de l'économie et des finances a rappelé que son engagement à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés pour assurer, a-t-il dit, la mise en œuvre efficace de cette feuille de route en vue de bâtir un capital humain robuste et résilient, moteur essentiel du développement national. Écoutons le ministre des Finances. C'est un sujet majeur qui va déterminer le futur de notre pays, et parce que construire le capital humain, c'est construire le devenir de cette nation. C'est de construire sa compétitivité. C'est de construire tout ce qui peut lui permettre de rayonner, c'est-à-dire cette ressource humaine que nous disposons aujourd'hui en abondance, mais qui risque de tarir si nous n'agissons pas ensemble. La vision de 2035, dont le capital humain est un pilier parmi les 5 principaux piliers, va prendre fin dans 10 ans. Donc nous avons un premier horizon avant la fin de cette vision à long terme. Dans les thèmes transversaux de ce deuxième plan Djibouti ici, le capital humain était également un point majeur. Nos conclusions se trouvent être, ce n'est pas un sujet qui va être transversal, même si sa transversalité reste l'objet même de notre réunion aujourd'hui. C'est de construire cette transversalité du sujet, mais on va le prendre de façon beaucoup plus agressive. Parce que les résultats font qu'on a besoin d'accélérer la cadence. On a mis beaucoup de ressources. Le retour n'est pas encore à la hauteur. Donc, on va obligatoirement arrêter ces ressources que nous dispersons un peu partout sous des formes de petits projets. On va tout simplement arrêter de travailler en silo, désormais sur le prochain plan. Il y aura un seul projet, capital humain, il y aura une seule unité de gestion, capital humain, bien sûr, qui va se désagréger en fonction de chaque département et de leurs interventions. Et il y aura une seule ressource mobilisée. Donc, soit on va être obligé de travailler ensemble pour délivrer les résultats attendus de nos populations. Et on va oublier nos égos parce que les perspectives ne sont pas aussi agréables, entre guillemets, que ce que nous avons vécu il y a 10 ans de cela. Les incertitudes sont nombreuses. Direction le sud du pays où effectivement le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dans la région de Dikil dans le cadre d'une mission d'inspection des structures sanitaires.
À son arrivée au chef-lieu, il a été chaleureusement accueilli par le préfet de la région, Hassan Abdi Roble, et le vice-président du conseil régional, à savoir Ibrahim Gourou Abdallah. Après un échange avec les autorités locales, le ministre a appelé l'objectif principal de sa visite: évaluer sur le terrain le fonctionnement des postes de santé, en particulier ceux implantés dans les zones les plus éloignées. La mission a débuté par la visite du poste de santé d'Abaitou, où le ministre et sa délégation ont été accueillis par le médecin-chef de la région, l'infirmier-major du poste, ainsi que les notables et les leaders communautaires. Guidé par l'infirmier-major, le ministre a parcouru les différents services sanitaires, activités ainsi que les défis rencontrés en matière de soins, de prévention, de sensibilisation à la santé publique. La délégation sera ensuite rendue au poste de santé de Kalamo. Là encore, le ministre a été reçu plutôt par le personnel soignant et a pris conscience et le temps de dialoguer avec les équipes en place. Il s'est dit particulièrement impressionné par leur engagement et par la forte implication des communautés locales dans la gestion de leur santé. Il a salué le professionnalisme de l'infirmier-major, qui lui a promis un geste de reconnaissance pour son dévouement. La visite s'est achevée par une réunion de travail avec les équipes médicales de 2 postes de santé visités. Cet échange a permis de faire le point sur les besoins spécifiques, les perspectives d'amélioration et les moyens mobilisés pour renforcer la qualité des soins offerts à la population. Puis, la visite d'inspection a clôturé la caravane médicale spécialisée au poste de santé de Yobokwi. Après Abaitou et Kalamo, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, accompagné de sa délégation, se rendit dans la sous-préfecture de Yoboki. Cette visite avait un double objectif: inspecter le poste de santé local et procéder à la cérémonie de clôture de la caravane médicale spécialisée organisée dans ces locaux. À son arrivée, la délégation ministérielle a été chaleureusement accueillie par les autorités locales, notamment le préfet, le vice-président du conseil régional, le sous-préfet de Yoboki, les parlementaires, les élus locaux, les représentants coutumiers, ainsi qu'une foule enthousiaste venue nombreux pour l'occasion. Tout au long du parcours menant au poste de santé, la population a exprimé son attachement et sa reconnaissance. En acclamation, le ministre de la Santé et les membres de sa délégation, cette mobilisation exceptionnelle a témoigné de l'enthousiasme des habitants venus non seulement de Yoboki, mais également des localités environnantes telles que Garabous, Gadate, Kalafi. Cette grande affluence observée dès la matinée d'hier avait pour objectif de remercier le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, son gouvernement pour l'organisation de cette caravane médicale qui a permis à des milliers de citoyens de bénéficier de soins spécialisés de qualité. Rappelons que cette initiative sans précédent vise à approcher la médecine spécialisée des populations des régions, susciter une vive émotion et renforcer le sentiment d'appartenance nationale. Abaitou, Galamo et Yoboki, nous avons organisé cette caravane depuis le mardi avec le poste entier qui était en fait à Abaitou et Yoboki. Nous avons consulté en totalité à Yoboki 200 patients de tout genre, enfants, femmes enceintes, consultation adultes et Bessim. Nous avons aussi consulté presque 100 au poste santé d'Abaitou avec une consultation Bessim et une consultation gynéco, toutes confondues. Eh bien, le ministre a souligné qu'il s'est rendu aujourd'hui dans la région d'Ikil, a-t-il dit, afin de s'imprégner des activités liées et prises en charge sanitaires, mais aussi pour écouter les doléances de la population locale. Écoutons le ministre de la Santé. Nous sommes ce matin venus à Yoboki, accompagnés d'une forte délégation du ministère de la Santé. Nous avons visité les localités d'Abaitou, de Galamo, et nous sommes actuellement à Yoboki, où nous avons avec nous une caravane médicale qui est là depuis quelques jours et qui a sillonné cette région de Dikil. Nous avons eu un entretien et des discussions franches et constructives avec les OCAL, les responsables coutumiers, religieux, les jeunes, les femmes de cette région, de cette localité de Yoboki. Nous avons discuté
Nous avons pris note d'un certain nombre de choses qu'ils demandent en plus. Nous avons ici un hôpital ici à Yoboki qui a été inauguré l'année dernière, un hôpital flambant neuf où il y a un certain nombre de personnels, un certain nombre d'équipements. Nous allons également renforcer cet hôpital de Yoboki, Inch'Allah. Je suis venu ici pour voir de mes propres yeux les évolutions et comment les choses se passent au niveau sanitaire dans cette localité qui est très vaste de Yoboki. Inch'Allah, nous allons continuer les soins et la prise en charge de cette population locale de Yoboki. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Restez avec nous. Sadaqallahu al-Azim, c'était l'appel à la prière. À l'issue de cette journée marquante, le ministre de la Santé accompagné des autorités régionales ont tenu plusieurs réunions avec les habitants de la région. C'est dans les locaux de la sous-préfecture de Yoboki qu'une rencontre importante a eu lieu, rassemblant les femmes, les sages, les okals, les chefs religieux et coutumiers, ainsi que de nombreux jeunes de la région. Le ministre de la Santé a pris la parole pour répondre aux préoccupations exprimées, s'engageant à interpeller les responsables des directions concernées afin d'apporter des réponses concrètes. Il a également réaffirmé aux côtés des hauts responsables de la région de Dikil l'importance stratégique de Yoboki dans le développement régional. Les doléances des femmes ont été soigneusement écoutées. Le ministre les a assurés de l'engagement du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour améliorer durablement leurs conditions de vie. Et dans l'actualité de ce 15h, c'est aussi ce fait divers où les gendarmes de la section de recherche et de documentation ont récemment mis hors d'état de nuire un faussaire présumé, spécialisé dans la fabrication des documents d'identité et administrative visant à tromper le grand public. Les perquisitions menées ont conduit à la découverte de fausses cartes nationales d'identité, des faux actes de naissance, des documents de propriété foncière. Ces activités frauduleuses s'inscrivent dans un contexte préoccupant où les auteurs présumés ont exploité la situation actuelle liée à la reconduite des personnes en situation irrégulière sur le territoire en vue de se faire de l'argent facile. Et par ailleurs, grâce à ces escroqueries avec la promesse d'octroi des fausses parcelles de terrain, les suspects auraient amassé plus de, rappelons-le, 18 millions francs Djibouti. À l'issue de la première phase de l'enquête, les auteurs présumés ont été déférés devant le procureur de la République et écroués à la prison civile de Gabod. Et enfin, dans l'actualité nationale, la caravane Transafrique, un convoi touristique international, a fait escale à Djibouti pendant une semaine dans le cadre de son impressionnante périple à travers le continent africain. Partie de l'Allemagne, la caravane a déjà traversé la Turquie, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et Djibouti avant de poursuivre son aventure vers l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et la Zimbabwe et enfin l'Afrique du Sud. Durant leur séjour à Djibouti, les membres de la caravane ont exploré les plus beaux sites touristiques du pays, notamment Obok, Tadjoura, Randa, Daï, Lac Assal, le chemin menant vers au spectaculaire Lakabé. Cette visite a permis aux voyageurs de découvrir la richesse naturelle et culturelle de Djibouti. Rappelons que la délégation touristique conduite par M. Arthur, chef de mission, coordinateur de la caravane, et ainsi que le convoi quittera Djibouti et a quitté plutôt Djibouti hier par la frontière de Ralafi en direction de l'Éthiopie, poursuivant ainsi une aventure humaine et touristique unique en son genre.
reçoit des grands voyageurs à Djibouti, qui s'appelle maintenant Africa, Trans-Africa. C'est la 3e édition en République de Djibouti. Et Djibouti, ça devient porte d'entrée d'Afrique. Donc il y a 3 ans, et ils sont fidèles pour passer à Djibouti. Ils sont avec des camping-cars, 26 personnes qui vont continuer en Éthiopie, Kenya, Tanzanie. Ils vont passer aussi par Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe. Et puis ensuite, ils vont finir leur périple en Afrique du Sud, à Cape Town. Mais bien entendu, ils ont commencé leur voyage depuis Turquie au mois de mars. Et ils sont descendus en Irak, Jordanie, Arabie Saoudite, et puis sont arrivés à Djibouti. Bien entendu, à Djibouti, ils ont bien apprécié la Kassal, le Daï, une nuit à Randa, de Randa à Tadjoura, continue Madeo, nous sommes continués à Obok jusqu'à Godoria. Et ensuite, retour à Obok, nous sommes revenus à Djibouti. C'est-à-dire que l'intérêt de tourisme comme celui-là, tout le monde y travaille. Tout le monde y travaille. Imaginez-vous, ils sont restés 7 jours au Hotel Sheraton. Il y a le Daï, il a travaillé. Randa, il a travaillé. Obok, il a travaillé. Tadjoura, il a travaillé. Tout le monde, il a travaillé. Maril, il a travaillé. Mais c'est grâce à nos autorités. Ils ont facilité les choses, ils ont facilité les tâches. Mais encore, bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire. Mais tout va très bien. Tout le monde, ils sont ravis d'être à Djibouti. Ils reviendront et ils apprécieront. Et je pense que c'est la meilleure façon de promouvoir la République de Djibouti. Et dans l'actualité internationale, je vous disais, la police israélienne a fermé hier plusieurs écoles de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. 3 mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction par Israël de ses activités sur son vol. Eh bien, rappelons-le, les forces israéliennes ont expulsé des enfants présents dans 2 écoles, dont beaucoup sont partis en pleurant. L'UNRWA, qui tient ces établissements, a confirmé la fermeture par Israël de ces 3 écoles dans le camp de réfugiés palestiniens. Créé par l'Assemblée générale de l'ONU en 1949, l'UNRWA gère notamment des centres de santé et des écoles à Gaza, en Cisjordanie et au Jérusalem-Est et d'autres pays de la région. Israël a promulgué une loi interdisant ces activités sur son sol, une interdiction entrée en vigueur depuis le 30 janvier dernier. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.